Bonjour à tous, vous suivez Pour parler d'Europe, une série de conversations sans frontières produite par l'Institut français de Roumanie à Timișoara. Je suis Mihaela Didoglou et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec des artistes, des écrivains, des historiens, sociologues et créateurs européens pour un dialogue. J'ai le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui la productrice, réalisatrice et écrivaine Ruth Zilberman. Bonjour et merci infiniment de votre temps. C'est moi qui Euh, te remercie. Ruth Zilberman, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis encore très émue, presque aux larmes, parce que j'ai regardé aujourd'hui Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, qui est pour l'instant jusqu'en septembre en libre accès sur la chaîne YouTube de Arte. Et c'est une chance de regarder ce film qui est absolument troublant. Et je vous propose de parler de votre film, et non seulement de celui-là, mais de vos films, et surtout, et aussi de vos livres. Mais peut-être commencer par parler d'Europe, et comment l'Europe se retrouve dans vos ouvrages, dans vos livres, dans vos films. J'ai l'impression qu'il y a toujours un filon historique. Oui, de toute façon, j'ai l'impression que l'Europe, comment vous dire, c'est ma matrice. C'est-à-dire que j'ai pas le souvenir finalement d'avoir même grandi, enfin, sans avoir à l'image l'idée que la France était entourée d'Europe en quelque sorte. Alors c'est vrai que j'ai été d'abord ma famille vient d'Europe centrale, hein, de Pologne. Donc l'Europe centrale a toujours été extrêmement présente. Et par ailleurs, en dehors même de ces attaches familiales, j'appartiens quand même à une génération qui avait 17 ans, 18 ans au moment de la chute du mur de Berlin en 1989, donc qui a été par l'histoire même amenée finalement à contempler la réunion de l'Europe. Donc c'est quelque chose qui est très intime et qui est en même temps voilà, une expérience tout à fait générationnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, qui se retrouve dans, dans, dans ce que j'ai pu produire, que ce soit les livres ou les films, tout simplement parce qu'on fait avec ce qu'on est et que l'identité européenne, c'est quelque chose je crois, qui me caractérise, quoi. Mm. Et vous creusez dans l'histoire de l'Europe, pas très loin, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, dans Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, vous reconstituez l'histoire d'un immeuble parisien dans le nord-est de Paris, un immeuble où vit une communauté juive et qui se retrouve en grande partie déportée, déjà arrêté par le gouvernement le 16 juillet, le 16 et le 17 juillet 1942, dans ce qu'on appelle le rafle du Veldiv, du Vélodrome d'hiver, sur 100 habitants juifs du 209 rue Saint-Maur, 52 ont été déportés. Et vous faites témoigner des enfants, les enfants qui ont vécu à cette adresse, des enfants français comme des enfants juifs d'origine polonaise ou d'origine roumaine. Comment êtes-vous arrivé à cette histoire? Écoutez, je suis arrivée en tout cas à cet immeuble par le plus grand des hasards, puisque ce qui n'était pas un hasard, c'est que je voulais faire un film depuis très longtemps sur un immeuble parisien. Et en particulier, je voulais raconter l'histoire finalement de l'occupation et de la persécution des Juifs de France par le biais justement d'un immeuble. Et donc, de façon un petit peu délibérée, je me promenais comme je le fais souvent dans ces quartiers du nord-est parisien qui ont été depuis le 19e siècle et qui sont toujours des quartiers d'immigration. Alors, au 19e siècle, c'était des migrations intérieures, en quelque sorte, puisque c'est des provinciaux qui venaient à Paris. Dans l'entre-deux-guerres, ça a été des Italiens, ça a été des Polonais, des Roumains, beaucoup de Juifs parmi eux. Et donc, je cherchais un immeuble qui puisse un petit peu me servir de fil directeur pour raconter cette période de l'histoire. Et voilà, je suis rentrée dans cet immeuble au 209 rue Saint-Maur.
qui m'a plu. Et à partir de là, j'ai lancé une longue enquête qui m'a permis un petit peu de reconstituer son histoire et qui m'a permis surtout de retrouver des locataires, des gens qui y avaient vécu avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et c'est en retrouvant ces personnes, finalement, qui ne vivaient plus, évidemment, au 209 rue Saint-Maur, mais qui vivaient soit en France, soit carrément à l'étranger, que j'ai pu reconstituer l'histoire typique, finalement, d'un immeuble parisien sous l'occupation. C'est une histoire absolument troublante. J'imagine que ça a été troublant pour vous, ça a été troublant pour eux de témoigner. Il y a l'histoire de Henri qui vit aux États-Unis, qui veut pratiquement pas connaître l'histoire de ses parents parce qu'il s'en souvient très très peu de ce qui s'était passé. Il avait 4 ou 5 ans à l'époque. Il y a aussi une histoire d'un autre monsieur qui était tout bébé en juillet 42, qui a été tout simplement donné par sa mère, mis dans les bras de la gardienne de l'immeuble, si je ne me trompe pas. Comment vous avez vécu, vous, en tant que réalisatrice, ce film? Combien de temps ça vous a pris de travailler et comment on s'organise en fait quand on construit une telle histoire? Et oui, en effet, ça a été Oui, une pardon. très longue enquête, une enquête qui était qui est à la fois une enquête d'archives et puis une enquête plus sur le mode détective pour essayer de retrouver les gens. Donc, je ne vous cache pas que ça a pris un certain temps parce que ça partait finalement de l'idée suivante, qui n'est pas très novatrice, hein, dont je ne suis pas la créatrice, mais qui est que les lieux finalement recèlent des parts d'histoire de ceux qui y ont vécu. Et surtout que finalement les choses qui s'y sont passées, qui se sont passées dans un lieu, là en l'occurrence dans cet immeuble, continuent d'y vivre presque indépendamment de la mémoire ou non des gens qui y ont vécu. Donc c'était un petit peu armé de cette foi, parce que c'était une forme de foi, que j'étais donc, comme vous le disiez, que je suis partie à la recherche des anciens locataires, des personnes qui avaient vécu au 209 rue Saint-Maur, que ce soit des gens, des voisins. Alors donc c'était les voisins qui étaient juifs, ceux qui ne l'étaient pas. Et c'était aussi l'idée que dans un immeuble, voilà, c'est comme une sorte de microcosme où la question du voisinage, de ce qui se passe, de ce qui peut se passer en temps extrême, c'est-à-dire est-ce qu'on sauve, est-ce qu'on ne sauve pas, comment on se cache, comment on échappe à la fatalité. Voilà, que tout ça était finalement comme dans une pièce tragique, inscrite dans ce lieu-là, dans cette cour avec ces 4 façades. Et donc, je ne m'attendais pas, enfin, l'idée aussi était que je faisais l'enquête sur le 209 rue Saint-Maur, et que donc c'est cette histoire qui est sortie, mais que j'aurais pu la faire sur n'importe quel immeuble parisien et que ça aurait été un tout autre film que j'aurais pu faire. Là, en l'occurrence, c'est vrai que j'ai fait un certain nombre de rencontres absolument extraordinaires, comme vous le disiez, sur plusieurs continents, puisque l'enquête m'a menée aux États-Unis, à Melbourne, même si je ne suis pas allée en Australie, en Israël, en province, en France. Et donc, avec cette idée comme ça d'un fil invisible qui reliait ces personnes si différentes les unes des autres, mais c'est qu'ils avaient tous vécu à une certaine période, à la même période, entre ces 4 murs, entre ces quatre immeubles dans cette même cour. Et donc, je dois dire que ça a été une sorte d'enquête très engagée et très, très, très émouvante, vous l'imaginez. Et aussi où j'étais sans cesse un petit peu taraudée par la question, puisque je faisais aussi une grosse recherche d'archives et que j'amenais en fait un petit peu aussi les résultats de mon enquête auprès des gens qui en ignoraient tout, parfois, en me disant, voilà, est-ce que ça ne va pas les troubler trop, de venir les déranger dans l'équilibre qu'ils se sont construits, dans l'équilibre personnel qui se sont construits après ces événements tragiques? Est-ce que de savoir si ou ça ne va pas être quelque chose qui va être profondément perturbant? Donc, c'était voilà, quelque chose une enquête vaste comme l'âme humaine, finalement, j'ai envie de dire, et que j'ai éprouvé comme ça à chaque rencontre, avec chacune de ces personnes que j'ai pu retrouver. Moi, je crois que votre film a un pouvoir guérisseur. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Et en un sens, peut-être, parce que
En effet, finalement, vous évoquiez Henri Haussmann, qui habitait donc aux États-Unis et qui avait vécu dans cet immeuble jusqu'en 1942 avec cette famille, avec sa propre famille, qu'il a malheureusement perdue puisque ses parents et son frère ont été déportés, et qui ensuite est parti aux États-Unis dans la famille qui lui restait après la guerre, et qui avait délibérément décidé de mettre cette histoire de côté, du côté de l'oubli. Euh, et donc, c'est sûr que le fait qu'il soit retourné avec moi au 209 rue Saint-Maur, il a retrouvé quelque chose. Et c'est sûr qu'il y avait quelque chose du temps retrouvé. Mais vous savez, quand on retrouve quelque chose, ça peut guérir, mais je pense que ça peut aussi réveiller des douleurs qu'on a délibérément enfouies, et pour une bonne raison, parce que ça vous protège de les laisser enfouis. Donc, ça a peut-être un pouvoir guérisseur, mais je pense que les choses sont toujours plus compliquées que ça. Bien sûr, mais il y a aujourd'hui les héritiers, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de toutes ces familles. Et puis, une question qui devient urgente, je le pense, comment transmettre, comment transmettre l'histoire, l'histoire qui ne dépend pas uniquement des historiens, mais qui peut être utile aujourd'hui au XXIe siècle et qui peut se révéler même très importante, mais à travers le travail des écrivains et des réalisateurs. Je... Qu'est-ce que vous en pensez de cette capacité des artistes de transmettre plus loin des histoires qu'on n'a pas envie forcément toujours de raconter, de re-raconter? Écoutez, là, vous parliez des héritiers, là, vous parliez des héritiers familiaux, mais en fait, je pense que on est tous les héritiers de l'histoire européenne, et que donc c'est les héritiers au sens large, et que c'est que, par exemple, vous voyez, c'est un film qui a eu quand même une réception assez importante, enfin, je veux dire, assez intense en France. Et je pense que tout simplement parce que c'était reproduire un geste qui est finalement assez familier, qui est de se dire que s'est-il passé derrière une façade, et que c'est quelque chose à quoi les gens peuvent s'identifier de la même manière qu'ils peuvent s'identifier à la question de l'habitat, du voisinage, du fait que, par exemple, voilà, des familles sont arrêtées à l'étage d'à côté. C'est quelque chose qui leur parle parce que tout simplement, c'est des expériences qu'on fait tous. On habite tous dans un certain lieu, on a tous des voisins, etc. C'est-à-dire essayer finalement d'orienter le regard, d'aiguiser la curiosité vers évidemment des histoires passées en montrant qu'elles se sont passées dans le lieu même, par exemple, où l'on habite, mais aussi qu'elles ne font pas appel à que l'expérience humaine, finalement, elle est extrêmement, ce sont des expériences qui sont très proches. Et donc, ne pas les renvoyer à un passé lointain qui serait enclos dans le temps de l'histoire, dans le temps de l'histoire ancienne, mais qu'en fait, raconter les histoires en montrant à quel point ce sont des expériences transmissibles, que ce sont des expériences auxquelles on peut s'identifier. Je crois que ça, par exemple, c'est un geste artistique au sens large essentiel. Mais c'est un geste qui peut être évidemment fait par des historiens, mais qui peut être aussi fait par des artistes. Et donc, c'est finalement trouver les formes de l'identification, ou plutôt les formes de la curiosité. C'est-à-dire pousser le regard des gens en leur disant, allez, allez, que votre regard transperce les façades comme le mien l'a transpercé, par exemple. Ruth Zimmerman, je ne connais pas vraiment toute votre production artistique, mais j'ai quand même trouvé qu'il y a un fil conducteur, c'est la recherche de la liberté. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus, si c'est vrai ou pas, dans vos films et dans vos livres? Oui, c'est-à-dire que c'est sûr que et je pense que c'est tout à fait lié à ce dont on parlait au début de cet entretien, c'est-à-dire que quand on est comme moi, formé finalement par l'histoire européenne, qui a été une histoire au XXe siècle assez tragique, enfin en tout cas pour certaines parties de l'Europe, euh, et que je me suis évidemment beaucoup intéressée aussi au communisme et la manière dont le communisme s'était imposé en Europe centrale et en Europe balkanique. Euh, une question finalement qui se pose, c'est comment, quand on est comme ça, euh,
devant le flux de l'histoire, devant le torrent de l'histoire qui parfois vient recouvrir toute aspiration individuelle, tout libre arbitre, comment, et il y en a eu, comment des gens maintiennent précisément ce libre arbitre, continuent à faire des choix et arrivent finalement à persister, à résister à ce qui arrive et qui est censé les engloutir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours un objet de fascination, d'inquiétude et de recherche pour moi, et que dans les différents films, par exemple, que j'ai pu faire, puisqu'il y en a un que j'ai consacré à la dissidence, alors ce n'était pas la dissidence en Roumanie, même s'il y aurait beaucoup à écrire et à penser, j'imagine, là-dessus, c'était la dissidence en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie. Mais vous voyez, c'est évidemment toujours la même question, c'est-à-dire comment on arrive, même quand on est en exil intérieur, en quelque sorte, à produire une forme de résistance à ce qui advient. Et à une échelle beaucoup moins politique, c'est un petit peu aussi ce que j'essayais de chercher parmi les gens qui habitaient au 209, c'est-à-dire, par exemple, quand on pense aux voisins qui ont ouvert leurs portes à des proscrits, à des gens qui étaient recherchés, on se dit que malgré le flux de l'histoire, c'était des gens qui arrivaient à préserver quelque chose qui était de l'ordre à la fois de leur propre humanité et de leur propre liberté. Donc c'est sûr que c'est quelque chose, je crois, qui est un fil conducteur, parce que je crois que c'est une vraie question, c'est un vrai mystère. De quoi a l'air la liberté aujourd'hui en Europe? Ah bah là, en ce moment, je crois elle est soumise à… en tout cas, nous qui avons été si préservés en Europe de l'Ouest depuis 1945, je crois qu'on est amené à se poser à nouveau la question de façon très intense, à beaucoup d'égards. Et c'est vrai que c'était très intéressant cette année marquée par l'épidémie du Covid, de voir à quel point je relisais finalement des questions qui avaient été les miennes. Non pas que je veuille comparer, hein, les circonstances sont, je crois, beaucoup moins tragiques que celles qui ont été vécues précédemment. Mais c'est vrai qu'arriver à maintenir finalement son libre arbitre, à maintenir quelque chose qui est de l'ordre d'un cap espérance, ce qui est, je pense, nécessaire pour affirmer sa propre liberté, c'est des questions qui sont extrêmement actuelles aujourd'hui. Alors, à quoi elle ressemble la liberté? Je pense que beaucoup de gens se disent que déjà, réfléchir à sa propre liberté intérieure, c'est important, à ce qui constitue sa propre liberté intérieure par Une rapport grande au flux de question. l'histoire. Ouais, une grande question de 2020 et ça sera certainement une grande question de 2021. Comment vous avez vécu, vous, cette période? Écoutez, je serais vraiment bien en mal de me plaindre, parce que je considère que je suis quelqu'un de très privilégié. J'ai une famille qui, Dieu merci, a été préservée. J'ai un travail, j'ai des bons livres autour de moi. Donc, je crois que vraiment, je fais partie des personnes qui sont parmi les moins à plaindre, parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui quand on se promène dans les rues de Paris, dans des rues vides la nuit, qui sont simplement peuplées de SDF, etc. On sait que soit on est vraiment pas à plaindre. Et c'est ça, je pense, qui est manifeste, c'est que la misère est sous nos yeux, et que donc à la fois, je vous disais que questionner la question de la liberté intérieure, c'est évidemment essentiel, mais comment l'articuler aussi avec ce qui se voit et de façon non plus dissimulée, mais tellement évidente sous nos yeux, ça c'est une question que je me pose, à laquelle je n'ai absolument aucune réponse. Mais en tout cas, maintenant on ne peut plus dire qu'on ne voit pas ce qui se passe sous nos yeux. Vous vous intéressez beaucoup, j'ai l'impression, à la force des femmes. Oui, alors oui, c'était un film que j'avais fait en effet sur les femmes en Méditerranée, c'est-à-dire la manière dont les femmes peuvent résister, comme toujours. Alors là, c'est même plus simplement les injonctions, enfin, ce sont des injonctions d'histoire, mais c'est aussi un tas d'injonctions sociales. Alors, c'est un film que j'avais fait il y a une dizaine d'années, donc vous voyez, j'ai été vraiment rattrapée par l'actualité et par tous les mouvements qui sont manifestés depuis. Je dois dire que
c'est très intéressant parce que je suis de la génération, les enfants du féminisme des années 70, et j'ai moi-même maintenant une fille de 19 ans. Et je sens que les décalages générationnels, c'est extrêmement intéressant. Alors, la force des femmes, je crois qu'on n'a pas tous la même définition, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose de quoi je n'ai absolument jamais douté. Donc, voilà, je ne sais pas si je peux beaucoup élaborer autour de ça, mais pour moi, c'est un petit peu une évidence. C'est pas Il vous y a qui... un autre Il y a un autre titre qui m'intrigue dans votre liste de films, Une présidente pour l'Amérique, mode d'emploi. C'était en 2012, juste avant Méditerranéenne, la force des femmes. Oui, alors c'était un film que j'avais fait, qui est adapté d'un livre qui questionnait la question vraiment du corps du président américain. C'était une sorte de comment se faire élire président des États-Unis. Et c'était une sorte de mise en scène un petit peu amusante avec de l'animation sur des recettes données à un candidat virtuel à la présidence des États-Unis qui arrivait à la conclusion qu'une femme se ferait difficilement élire à la présidence. Donc là, à l'époque, c'était aussi un film qui doit avoir une dizaine d'années, donc je ne pouvais pas envisager ce qui allait se passer. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir été détrompée puisque aujourd'hui, enfin, nous avons une vice-présidente. Et je pense que ce n'est qu'un début. Donc voilà. Et donc, une présidente en France, serait-il possible? Voilà, ça, vous m'en demandez. Encore faudrait-il, voilà, une candidate. Mais oui, je pense que là, je pense qu'il y a eu une vraie révolution quand même ces 3 dernières années dans le monde et que les femmes, voilà, les femmes, en tout cas qu'une présidente française, pour peu que, voilà, qu'il y ait une candidate de qualité, à mon avis, pourrait être élue. Mais enfin, encore faut-il que ce soit la bonne. Voilà. Je comprends très bien ce que vous êtes en train de nous, nous dire, mais voilà. J'ai remarqué que vous mettez du temps en fait entre les films, mais quand on comprend un peu comment vous travaillez et à quel point les sujets sont importants, on comprend que vous avez besoin de temps pour bien les préparer. D'ailleurs, 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, est sorti aussi en livre aux éditions Seuil. Il y a un an, en 2020, 2 ans après sa sortie en film, juste avant un roman, La direction de l'absent. Et là aussi, c'est une histoire. Je vous laisse juste nous raconter euh, un petit peu la direction Aussi, de l'absent, qui est aussi, si j'ai bien compris, un roman très troublant. écoutez, c'est l'histoire d'une. Comment le raconter? J'aurais du mal à le raconter en 2 phrases, mais en tout cas, c'est un petit peu, en 2 mots, si vous voulez, c'est une fille dont la mère a été déportée enfant en Allemagne. Et son grand-père, donc le père de cette mère, a été déclaré mort en déportation, mais il y a une sorte tout à coup elle reçoit une lettre et elle se dit que peut-être il n'est pas mort, et donc la mère part sur les traces de ce père qui n'est peut-être pas mort, suivi par sa fille, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui initie le roman. Mais en même temps, je crois que le livre est vraiment pose un petit peu toujours, tourne toujours un petit peu autour des mêmes questions autour desquelles nous ne cessons de tourner là depuis le début de cet entretien, c'est-à-dire sur la manière dont finalement l'histoire est radioactive, c'est-à-dire que des événements qui se sont produits même des décennies avant, et là, en l'occurrence, il s'agit évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense qu'il pourrait s'agir d'autres événements, continuent finalement d'animer même de façon invisible, la manière dont on perçoit le monde, la manière dont on se promène dans le monde, la manière dont on voit les choses, dont on perçoit l'amour. Et donc, c'est vraiment la question de cette radioactivité que je voulais un tout petit peu explorer dans ce roman. Encore une fois, la manière dont on est animé parfois par des choses invisibles. Voilà. J'aimerais tellement
que cette pandémie se termine rapidement. Et j'aimerais tellement vous rencontrer chez nous en Roumanie, Ruth Ah Zilberman. bah, écoutez, moi j'ai jamais été en Roumanie et ça serait un grand plaisir d'y venir, vraiment, hein. Parce que en plus, je dois vous dire que vous avez, à mes yeux, un des plus grands écrivains vivants qui s'appelle, enfin moi c'est voilà, Cartarescu, Ah, et bah oui, qui est, je pense, voilà, enfin, il y a beaucoup de littérature roumaine que j'ai lu et que j'aime, mais je dois dire que Cartarescu, qui est traduit en français, là abondamment ces temps-ci, est pour moi un des plus grands, voilà, un des plus grands prosateurs contemporains. Donc inutile de vous dire que j'adorerais d'une part venir en Roumanie et voilà, et rencontrer tout un tas de gens. eh ben, on va lui transmettre ça et on vous organisera une rencontre avec Ah bah Mircea écoutez, Căsărescu. Merci infiniment, Ruth Zilberman. c'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi Pour parler d'Europe, une série d'entretiens avec des artistes, des écrivains, des historiens, des sociologues, des créateurs européens, produite par l'Institut français de Roumanie à Timișoara avec le soutien de ses partenaires Aquel, Everians et Elba. Je suis Mihaela Dedeoglu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.